Le président, veuillez vous asseoir. L'audience reprend. Et sans plus tarder, nous allons redonner la parole à l'accusation qui va pouvoir poursuivre son interrogatoire du témoin. L'accusation, merci Monsieur le Président. Docteur Chung Lee, avant la pause, nous avons abordé la structure hiérarchique des hôpitaux P1, P2 pour savoir qui en avait la charge. On va essayer d'avancer rapidement, tâcher de faire en sorte que vos réponses soient concises parce que nous devrons passer à d'autres sujets. Am I correct in understanding? Ai-je bien compris si je dis que les médecins qui étaient traités à P2 à l'hôpital militaire étaient des soldats Khmer rouges? Réponse, oui, c'est exact. Question, et sur la base de ce que vous avez pu observer, encore une fois, brièvement, est-ce que les soins médicaux qui étaient prestés adéquats, est-ce que le niveau de soins médicaux était un bon niveau? Réponse. Au début, nous avons pu nous servir des médicaments qui restaient stockés à l'hôpital. À partir de 1977, nous avons reçu des antibiotiques et des médicaments venant de Chine qui ont suffi à approvisionner l'hôpital. Question. Pour revenir sur un aspect du fonctionnement de l'hôpital seulement, dans votre livre, vous décrivez un individu nommé Poin, qui était le directeur de l'hôpital, Poin, et il y a un événement spécifique sur lequel j'aimerais vous interroger. C'est le moment où vous décrivez les activités de Rhône, c'est le RN Khmer 00678 815 et anglais 00369 723. Vous y décrivez le fait que vous avez vu Rhône qui se déplaçait en toute hâte du théâtre d'opération chirurgicale, et vous décrivez avoir vu une jeune fille sans vie que l'on sortait de l'endroit, et vous dites: j'ai rapidement compris que Porn en fait s'était servi de cette jeune fille pour pratiquer des expériences médicales et de chirurgie. J'avais entendu parler de la manière dont ces médecins avaient été formés. Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez appris au sujet de ce qui s'était passé cette fois-là avec cette personne? Le président, monsieur le témoin, veuillez attendre, conseil de la défense de Nunchea, je vous en prie. La défense, merci monsieur le président, j'ai une objection à l'égard de cette question, est totalement hors du cadre sur lequel nous devons discuter. Il s'agit de mouvements de population 1 et 2, pas de structure de communication ou de passation de levier d'autorité. C'est dans le livre, c'est certain. Nous sommes d'accord sur ce point, mais ça n'a pas de pertinence avec le dossier 002/001.
L'accusation, je voudrais répondre, Monsieur le Président. Nous pensons que ceci a une pertinence élevée pour comprendre le fonctionnement des structures hiérarchiques qui avaient été mises en place. Et j'ai été très sélectif dans les questions que j'ai posées, qui étaient peu nombreuses. La pertinence est également présente car cela explique le fonctionnement de l'hôpital, car on nous a expliqué que dans le cadre de la structure hiérarchique Khmer Rouge, un certain fonctionnement prévalait. On y décrit certaines des pratiques. Ceci fait partie du cadre couvert par l'espèce. Je vais encore poser quelques questions sans perdre de temps sur ce point. Donc, avec votre permission, nous aimerions pouvoir continuer à poser nos questions aux témoins de manière brève. Le Président. L'objection formulée par la défense est rejetée. Cependant, la Chambre tient à noter également que cette question est peu pertinente dès lors, Monsieur le coprocureur, veuillez à ce que les questions que vous allez poser à présent auront plus de pertinence. L'accusation, merci Monsieur le Président. Et de ce fait, je vais me limiter à une seule question. J'ai demandé au Dr Chun-Li de nous décrire très brièvement ce qui s'est produit ce jour-là à l'hôpital P2. Le Président. Conseil pour la défense de M. Nunchea. Veuillez, s'il vous plaît, attendre que le coprocureur ait posé sa question aux témoins, parce que la Chambre a déjà tranché sur l'objection et nous avons déjà noté le fait que les questions antérieures n'avaient pas de pertinence, lui a demandé de reformuler les questions pour s'assurer
qu'elle soit pertinente en regard des faits que nous cherchons à établir dans le cadre du dossier. Je ne voulais pas être impoli, mais il me semble que j'ai entendu la question posée par le procureur. Ma nouvelle objection serait que la question manque de pertinence. Je soutiens la position que vous avez développée dans votre décision en ce qui concerne la pertinence des questions, et j'aimerais donc que l'on reconnaisse que cette question n'est pas pertinente et que l'on demande au procureur de poursuivre l'accusation. Monsieur le Président, on a rejeté l'objection quant à la pertinence et la défense ne fait que répéter ce qu'elle a dit avant que la Chambre ne statue. Donc je crois que nous ne faisons que perdre du temps ici. J'aimerais pouvoir continuer. Le Président. Effectivement, Monsieur le coprocureur, vous pouvez continuer à poser vos questions aux témoins car l'objection a déjà fait l'objet d'une décision de la Chambre. L'accusation, docteur Chun-Li, pouvez-vous nous décrire de manière concise les événements qui se sont produits ce jour-là? Réponse. C'est un événement qui reste très vivace dans ma mémoire, je ne l'oublierai jamais. En une occasion, j'ai vu une jeune femme qui est arrivée à l'hôpital. C'était une adolescente vêtue de noir. Je lui ai demandé pourquoi elle était venue à l'hôpital et elle a dit qu'on lui avait demandé de se rendre à l'hôpital pour organiser les médicaments de l'hôpital parce qu'elle parlait le français. Elle m'a dit qu'elle était nerveuse parce qu'elle ne savait pas pourquoi. Et à ce moment-là, une femme médecin des Khmers rouges l'a rassurée, lui a dit qu'elle n'avait pas à avoir peur et qu'elle allait l'emmener afin qu'elle puisse voir le chef médecin. Un peu plus tard, elle a été emmenée, mais quelque temps après, j'ai vu un médecin qui arrivait avec des produits d'anesthésie et un laryngoscope et qui allait en sens inverse de moi-même. Et j'ai pu voir par la fenêtre que Pon, qui était le directeur de l'hôpital, s'est rendu dans une pièce. Un moment après, j'ai vu 4 soldats Khmers rouges qui transportaient cette pauvre jeune fille inanimée dans un brancard et qui l'ont chargée dans un véhicule qui attendait devant l'hôpital et le véhicule est parti. Et j'ai immédiatement noté le fait que cette femme avait été soumise à un exercice de chirurgie expérimentale. 15 minutes plus tard, ces gens sont revenus à l'hôpital et m'ont demandé de les aider, se plaignant de douleur. Nous ont dit que le véhicule avait fait un tonneau devant la pagode d'Omressa et j'ai pris le directeur de l'hôpital pour le soigner. Il avait été blessé à la main gauche. Les autres membres du personnel pouvaient être traités par d'autres membres du personnel médical. Et alors que j'étais en train de me préparer à le suturer, pour refermer la blessure de Pon, un Khmer rouge est venu lui demander ce qu'il fallait faire avec cette salope ennemie. Et Pon m'a dit débarrassez-vous d'elle ou exécutez-la. C'est ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu. Et en fin d'après-midi, les membres du personnel médical m'ont dit que cette jeune femme qui était toujours sous anesthésie qui lui avait été prodiguée avait été emmenée près de Monivong
du lycée de Monivong et avait été jetée dans un four crématoire alors qu'elle était encore vivante. Je vous remercie, Dr. Chun-Li. Nous pouvons poursuivre et passer à d'autres sujets. J'aimerais encore une fois passer peu de temps sur ces différents points. L'hôpital suivant où vous avez exercé vos fonctions, que vous décrivez dans votre livre, c'est l'hôpital civil P1, un hôpital que vous avez mentionné antérieurement. Je voudrais simplement vous poser quelques questions au sujet des pratiques et des politiques qui étaient en place là-bas. Vous avez décrit dans votre livre que dans cet hôpital, qui était un hôpital consacré au traitement des civils et pas des soldats Khmer Rouges, qu'un membre du personnel, quelqu'un qui s'appelait Ron, qui avait pour tâche, comme vous l'avez décrit, d'espionner les patients pour identifier des ennemis. C'est l'ERN Khmer 00678 842, ERN anglais 00369 741. Pouvez-vous indiquer à la Chambre comment vous avez su que cet individu était chargé d'espionner les patients pour dépister les ennemis? Réponse. J'avais travaillé 16 mois à l'hôpital militaire. Ensuite, j'ai travaillé à l'hôpital civil pendant 2 mois. J'ai quitté cet hôpital le 31 lorsque la délégation chinoise est venue visiter l'hôpital. Le 31 janvier 1977, Ron n'avait pas de tâches précises ni d'horaire. Il était le responsable du laboratoire, il n'avait pas grand-chose à faire. Ron, en fait, était une personne qui était toujours de bonne humeur, il souriait tout le temps, même quand il était très fâché. Plus il était en colère et plus il souriait. Et il a dit qu'au soir, des véhicules allaient arriver et venir chercher des patients qui étaient à l'hôpital et que c'était lui qui était chargé d'organiser cela. Question. Comment savez-vous que les personnes qui étaient emmenées avaient été identifiées comme étant des ennemis? Réponse. Les véhicules sont arrivés à l'hôpital et sous le régime des Khmers rouges, on voyait rarement des véhicules arriver à l'hôpital. Et pendant mon tour de garde à l'hôpital, j'ai vu ce véhicule qui est arrivé, qui est reparti. Je n'ai pas vu le patient, je ne voyais plus le patient qui était encore là avant l'arrivée de la voiture. Dernière question à ce sujet. Donc, dans les pages que j'ai indiquées auparavant, on trouve un passage qui se dit comme suit, et je cite, de par ses activités d'espionnage, Ron, identifiait les ennemis de la Révolution, par exemple les fonctionnaires, des intellectuels ou les soi-disant capitalistes. Il faisait rapport de ces découvertes au niveau supérieur.
Est-ce que ceci constitue un résumé fidèle de ce que vous avez observé au cours de votre séjour à Pékin, c'est-à-dire que les personnes qu'il cherchait à identifier incluaient les fonctionnaires, les intellectuels et les capitalistes, ou soi-disant capitalistes? Le président, monsieur le témoin, veuillez attendre. Continuez maintenant. Réponse. Le rapport allait à l'échelon supérieur. Moi, je ne sais pas où se trouvait cet échelon supérieur, mais je voyais les véhicules qui arrivaient à l'hôpital. Merci. Question. Avant de quitter le sujet du fonctionnement de l'hôpital en tant que tel, j'aimerais vous poser une question concernant d'abord les événements qui se sont produits le 31 janvier 1977 et que vous avez mentionné tout à l'heure. Donc c'est à ce moment-là que vous avez été déchu de vos fonctions. Pouvez-vous expliquer à la Chambre dans quelles conditions vous avez été relevé de vos fonctions? Réponse. Mais je n'étais chargé de rien dans l'hôpital pendant la période Khmer Rouge. J'étais un membre du personnel médical ordinaire. En d'autres termes, j'étais un prisonnier des Khmer Rouges en poste à l'hôpital. Je n'occupais aucune fonction hiérarchique. Cependant, lorsque des soldats étaient blessés, c'est moi qu'on appelait pour les soigner. Mais quant aux civils, s'ils tombaient malades, on ne me demandait pas d'intervenir. Et donc, je n'occupais aucun poste précis. Mais le 30, le chef ou le directeur de l'hôpital a donné consigne à tout le personnel médical de nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'hôpital. Et le soir du 29, à 2 heures du matin, le personnel médical était encore en train de procéder au nettoyage du complexe hospitalier sans se préoccuper de perturber les patients. À 8 heures du matin, l'hôpital avait été nettoyé et un nouvel ordre est arrivé exigeant que toutes les fenêtres de l'hôpital soient fermées et qu'aucun patient ni aucun membre du personnel médical ne puisse quitter l'hôpital parce qu'on nous a dit de rester en place et de prendre nos repas à l'hôpital. À 10 heures du matin, j'ai pu voir du bureau où je travaillais le véhicule qui contenait une délégation chinoise qui est arrivée à l'hôpital. J'ai vu des Chinois en chemise blanche à manches courtes. La voiture est restée là un certain temps, à peu près 1 heure avant de partir. Ça, c'était le 30 janvier 1977. À la fin de l'après-midi, j'ai été appelé et c'est là qu'on m'a dit que l'ANCAR aimerait que nous retournions à la coopérative. Et donc, au 31 janvier 1977, je suis reparti à la coopérative et je suis redevenu un agriculteur, un paysan qui travaillait la terre. Question. Étiez-vous le seul médecin à qui on a ordonné de retourner à la coopérative ce jour-là ou est-ce qu'il y en avait d'autres?
Réponse. Là-bas, les Khmers rouges ont créé un hôpital. En fait, c'était anciennement une école et on y a affecté un ou deux membres du personnel. Quant à moi, alors que je travaillais à l'hôpital P2, cet hôpital rendait compte au secteur. 16 mois plus tard, on m'a envoyé à l'hôpital P1, qui était un hôpital civil. Nous étions 4. Moi-même, un autre médecin, un radiologue et un technicien. Le procureur. Ma question était de savoir si d'autres médecins avaient été renvoyés dans les coopératives le jour même. Enfin, le même jour ou pendant la même période où on vous a renvoyé à faire de l'agriculture. Réponse. J'ai quitté l'hôpital pour aller travailler dans les rizières. Le procureur, il semblerait que nous ayons peut-être des problèmes d'interprétation, mais je vais passer à autre chose. Donc à la fin du chapitre 6e de votre ouvrage, vous tirez des conclusions quant à votre expérience ayant travaillé dans ces deux hôpitaux. Et c'est le dernier aspect quant à votre travail en milieu hospitalier que j'aimerais aborder. On le retrouve à la page en khmer 00678, 846 et en anglais 00369 744. Permettez-moi d'évoquer deux extraits. Vous dites que la plupart des patients qui venaient des coopératives finissaient leur jour dans l'hôpital P1, c'est-à-dire l'hôpital civil, et que leurs biens qui avaient de la valeur avaient été volés par le personnel Khmer Rouge. Certains patients sont aussi devenus des proies pour des chirurgie pratique expérimentale des Khmers rouges. De plus, l'hôpital civil P1 était un endroit où les Khmers rouges espionnaient, qui permettait d'identifier et d'éliminer les personnes qui étaient considérées comme des ennemis de la Révolution. En bref, l'hôpital militaire était une installation où l'on prodiguait des soins et l'on faisait la promotion où on améliorait plutôt la santé des soldats Khmers rouges de l'Ankar. L'hôpital civil était en fait une antichambre de la mort pour le peuple cambodgien. Ce dernier passage où vous établissez une comparaison entre l'hôpital militaire et l'hôpital civil, est-ce un résumé fidèle de votre expérience et de l'impression que vous ont laissé ces deux hôpitaux? Réponse. C'est ma constatation. C'est une conclusion personnelle. À l'hôpital militaire, les patients qui étaient plus ou moins en bonne santé et qui ne présentaient pas des symptômes comme la diarrhée ou la malnutrition, ils restaient. Enfin, allaient à cet hôpital et pendant les repas, on leur demandait de manger autour d'une table. Et même si la nourriture n'était pas adéquate, il y en avait suffisamment pour tous les patients. Par contre, à l'hôpital civil, les patients avaient ce type de maladie, diarrhée, dysenterie, malnutrition, présentaient des œdèmes et étaient très maigres. Ils avaient 2 repas par jour. À l'hôpital militaire, les patients avaient 3 repas. Et quand ils mangeaient à l'hôpital civil, ils mangeaient
en rangée plutôt que tout autour d'une table. Les patients à l'hôpital civil. Lorsqu'ils décédaient, leurs biens, tous leurs biens étaient confisqués par les Khmers rouges. Moi, j'ai connu un enseignant qui avait 7 grammes d'or. Et au début, il voulait me le donner. Moi, j'ai refusé de le prendre. Et ce jour-là, 2 patients sont morts. On les a laissés dans leur lit jusqu'à la fin de la soirée quand finalement une charrette est venue récupérer les corps. Et leur propriété a été confisquée par les Khmers rouges. Même les médicaments que les Chinois nous avaient donnés n'étaient pas administrés en quantité suffisante aux patients. Les Khmers rouges volaient certains de ces médicaments. Et les Khmers rouges détestaient n'importe quel patient qui avait le teint clair. Autre point. Pour les chirurgies, et cela vaut tant pour P2 que pour P1, et c'est quelque chose que j'ai observé moi-même. Il y a eu une femme qui avait des troubles mentaux. Elle est partie de l'hôpital, le personnel l'a fouettée et l'a ramenée à l'hôpital. Plus tard, le chef de l'hôpital a dit que cette personne allait être renvoyée au village. Mais j'ai remarqué que l'on a mis cette femme sur une civière, on l'a anesthésiée et on l'a mise dans un véhicule et elle a disparu. Et j'en ai tiré la conclusion qu'elle avait été envoyée pour subir une chirurgie expérimentale. Mais je n'ai pas été témoin de cette chirurgie. J'ai vu qu'on avait anesthésié le patient et que l'on l'avait emmené. Quant à l'hôpital civil, c'était un endroit dangereux. C'est un endroit où l'on essayait de débusquer des ennemis, notamment les fonctionnaires. Et lorsqu'ils étaient identifiés comme ennemis, ils étaient emmenés. Le procureur, merci beaucoup. Passons à un sujet quelque peu différent. Dans votre livre, vous évoquez une période, je crois que c'est en août 1975, où l'on vous a donné la permission d'aller visiter votre famille au village de Damreslap. Et vous décrivez la situation des nouveaux arrivants au village. Et l'on peut retrouver la référence à l'ERN en Khmer 00, c'est 578 804. Et les pages suivantes, en anglais, 00 369 716. Laisse-moi citer. Donc, j'ai rencontré un médecin qui avait un nom semblable au mien, Chen Li, et un autre médecin, et son épouse qui avait déjà travaillé dans la ville de Kampong Cham. Ils ont dit que les Khmers rouges avaient mis des gens dans un train qui était venu de Phnom Penh et les avaient débarqués à différentes stations. Comme Svai Dong Khao dans la province de Pursat, et ensuite Momrusei, Phnom Taptay, ville de Battambang, et autres arrêts sur le chemin de Sisopon.
Pouvez-vous tout d'abord me confirmer que vous avez vu certains de ces nouveaux arrivants, à part la personne dont vous mentionnez le nom, M. Chun-Li? Réponse. C'est à l'époque où les Khmers rouges ont transféré des gens de Phnom Penh à Battambang par train. Certains d'entre eux se sont établis dans mon village. Le procureur, merci. Je vais vous poser une autre question. Can you describe for the court, or rather, Pouvez-vous? Laissez-moi d'abord vous demander de décrire les conditions dans lesquelles ces personnes étaient quand elles sont arrivées à Battambang. Avait-on prévu suffisamment de logements, de nourriture, etc.? Réponse. Les évacués devaient trouver de la nourriture par eux-mêmes. Le peuple de base, quant à lui, lorsqu'il y avait un lopin de terre disponible, les évacués pouvaient s'y établir. Il arrivait aussi qu'ils partagent leur maison avec les évacués. Mais la plupart du temps, ces évacués devaient construire leur propre abri sur le bout de terre qui était disponible. L'accusation. Merci beaucoup. Un peu plus loin, dans votre livre, vous décrivez ce qui est arrivé à certains de ces évacués. On retrouve cela à leur RN en Khmer. 00 678 836 et en anglais 00 369 736. Laissez-moi faire une paraphrase de ce que vous écrivez. Vous décrivez donc la famine et que sur 100 familles khmères musulmanes qui avaient été transférées, seule la moitié avait survécu. Pouvez-vous, brièvement, décrire à la cour ce que vous avez vu et ce que votre famille vous a expliqué à propos de ces familles? Réponse. Il n'y avait pas de famine en 1975. C'était à la fin de l'année 76, si je ne m'abuse. En 1975, il y avait encore des réserves de nourriture. Et quand ces gens étaient arrivés de Phnom Penh pour s'établir dans mon village, moi, ma mère, nous sommes allés... nous avons cherché à peut-être retrouver certains membres de notre famille, mais j'ai quand même fait... je me suis lié d'amitié avec certaines de ces personnes. À l'époque, il y avait assez de nourriture. Mais à la fin de l'année 76, beaucoup de personnes sont mortes. Pour ce qui est des musulmans,
qui se sont établis là, la moitié sont morts. Et car si certains de ces chams ne pouvaient pas travailler, on coupait leur ration, leur part de nourriture, et on les a forcés aussi à manger du porc. Question. Toujours sur le sujet de la famine et de son contexte à l'ERN en Khmer 00, 6, 7, 8, 8, 2, 2, et en anglais 00, 369, 727. Vous décrivez la période après le Nouvel An Khmer de l'année 1976. Donc la période en fait qui suit cette famine. Vous dites, les Khmers rouges ont prétendu, en fait on fait semblant qu'il manquait des stocks, que on allait manquer de nourriture, mais en fait des camions apportaient régulièrement du riz depuis les greniers. Puis-je d'abord vous demander comment vous avez su cela, qu'il y avait un transport régulier de riz depuis les greniers? Réponse. Les Khmers rouges ont fait venir des gens pour démolir des maisons de bois à Battambang pour construire des greniers à riz. Les villageois et moi-même avons vu que des camions venaient pour transporter du riz depuis ces greniers, mais nous ne savions pas où le riz était acheminé à l'époque. On distribuait du riz aux villageois, du riz qui provenait des greniers, et plus tard ils ont dit que les greniers étaient presque vides. C'est mon expérience personnelle. J'ai vu les camions emporter le riz depuis l'entrepôt de la commune. Question. Merci. J'aimerais parler d'autre chose. Vous parlez de la commune de Wat Kor. Dans votre livre, c'est à la page Jean Khmer 00, 6, 7, 8, 8, 2, 8, et en anglais 00, 3, 6, 9, 731. Vous dites d'abord que vous connaissiez bien la famille de Nunchia, qu'ils habitaient dans une grande maison en bois dans la commune de Wat Kor. Un peu plus loin, vous dites la chose suivante. Sous le régime Khmer Rouge, la commune de Wat Kor jouissait d'un statut particulier. Contrairement à d'autres communes, les résidents de Wat Kor n'ont pas été déplacés. Qui plus est, ils recevaient assez de nourriture. Un peu plus loin, vous écrivez, alors que des personnes mouraient de faim dans d'autres communes, la distribution de nourriture n'a jamais changé à Wat Kor. La mère de Nuanchea a aussi reçu un traitement particulier. Elle recevait régulièrement des sacs entiers de riz, du poisson, du sucre, du riz, du sel et autres denrées. Ce que vous décrivez dans votre livre, est-ce tiré d'une expérience personnelle de renseignements que vous avez obtenus sous la période Khmer Rouge? Réponse. Je connaissais le village de Wat Kor
depuis mon arrivée pour aller travailler à la province de Battambang en 1967. Les villageois de Wat Kor étaient une classe assez bien nantie et un certain nombre d'intellectuels provenaient du village de Wat Kor. Certains fonctionnaires aussi. Je connaissais la famille de Nuon Chea. Mais en fait, la famille de Nuon Chea était une bonne famille, comme le reste des villageois. Je le soignais, lui et l'autre membre de sa famille au village de Wat Kor, et un certain nombre du personnel médical provenait du village de Wat Kor. Sous les Khmers rouges, un des jeunes frères ou sœurs de Nuon Chea, qui était un agent des douanes, n'a pas été transféré nulle part. Il est devenu un chauffeur sous le régime, ce qui était bien différent de ce qui est arrivé à d'autres anciens fonctionnaires. De plus, sous les Khmers rouges, le village de Wat Kor le président du village, qu'il soit jeune ou âgé, recevait assez de nourriture. Et même s'il manquait de nourriture dans d'autres villages, à Wat Kor, la quantité de nourriture est demeurée la même. Je connaissais aussi la personne qui fournissait de la nourriture à la mère de Nuon Chea, car c'était la même personne qui fournissait la nourriture à l'hôpital où je travaillais, les hôpitaux P1 et P2. L'accusation. Je vous remercie. J'aimerais que vous nous parliez de l'évolution de la structure hiérarchique de la zone nord-ouest, comme vous le décrivez dans votre livre. Au chapitre 8 et 9, vous en parlez en détail. La disparition de cadres de la zone nord, l'arrivée de cadres de la zone ouest. Et vous avez d'ailleurs été témoin d'une arrestation par des gens qui venaient en bateau. Je manque de temps, donc je vais être très sélectif dans les passages que je cite. Donc, l'extrait où vous relatez avoir participé à une réunion, c'est à la fin de l'année 1977 et au début de l'année 1978 que l'on retrouve au chapitre 10 de votre ouvrage. L'extrait en question est à la page en Khmer 00 678 865 et en anglais 00 369 758. Vous parlez de réunions auxquelles vous deviez assister le soir et de ce que vous avez entendu lors de ces réunions. Et vous dites qu'on y parlait de la situation des ennemis à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Vous dites qu'à propos de la situation des ennemis à l'intérieur du pays, les cadres Khmer rouges citaient les ennemis qui s'enfouissaient et qui rongeaient le parti de l'intérieur, les agents de la CIA, les agents du KGB, les réactionnaires, les révisionnistes, à tous les niveaux de nos cadres qui doivent être éliminés par notre grande révolution radicale.
Est-ce quelque chose que vous avez entendu vous-même lors de ces réunions? Réponse. Oui, je l'ai entendu moi-même. Le soir, après une journée épuisante, tous les travailleurs devaient participer à une réunion. Je n'aimais pas beaucoup ces réunions, mais ils répétaient souvent la même phrase, le même slogan. La situation des ennemis à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Cette phrase. Et c'est pourquoi je m'en souviens. Question. Ces réunions avaient-elles lieu pendant la même période où vous avez constaté la disparition de cadres du Nord-Ouest et le fait qu'ils aient leur remplacement par des cadres de la zone Ouest, était-ce à la même époque? Le président, monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. Il faut attendre que votre microphone soit activé. Le témoin. Je n'ai pas été témoin de la disparition de cadres du Nord-Ouest. Mais j'ai vu qu'ils étaient remplacés par des cadres de l'Ouest. J'ai été témoin d'un incident où on a arrêté un cadre et on l'a emmené par bateau, comme vous l'avez dit plus tôt. Le procureur, merci. Dr. Chinley. Nous avons parlé plutôt de quelqu'un du nom de Pekken, alias Soumet, qui était secrétaire. Savez-vous ce qui lui est arrivé? Le président. Monsieur le procureur, pouvez-vous reformuler votre question? Veuillez faire un effort de bien prononcer les noms des personnes pour que les interprètes les saisissent. Le procureur. Merci, monsieur le président. Nous avons parlé plutôt d'une personne, Kek Pen, alias Sue, qui était secrétaire d'un des secteurs de la zone nord-ouest. C'est quelqu'un dont vous avez parlé tout à l'heure. Savez-vous ce qu'il est devenu pendant la période Khmer Rouge? Réponse. Je ne le savais pas. C'était une période de purge et je ne sais pas ce qui est advenu de ces personnes. Le procureur. Monsieur le Président, avec l'autorisation de la Chambre, j'aimerais montrer un document au témoin pour voir s'il peut identifier la personne. Ce document est D108-26.104. Il s'agit d'une liste de prisonniers de S-21 et j'aimerais savoir si les personnes qui sont mentionnées sur cette liste correspondent à la personne dont a parlé le témoin. Le président, je vous en prie, allez-y. On va donner un exemplaire imprimé au témoin, ce sera peut-être plus facile pour lui. Le président, huissier d'audience, veuillez remettre le document imprimé au témoin. Merci. Le RN Khmer est 00 869 31. Et je vais demander à mon assistant de le projeter afin que tout le monde
sera en mesure de lire la même page. Dr. Chun-Li, il s'agit du 00 869 31. Dans votre exemplaire, le RN français 00 864 730 273 1, en anglais 00 837 610. Dr. Chun-Li, si vous vous reportez à la partie 6 du document en anglais, j'espère que vous pouvez suivre en khmer. Donc, section 6 intitulée Région 4. L'individu repris sous le numéro 29 est Kek Pen, alias sous-secrétaire de la région. S'agit-il de la même personne? En tout cas, en ce qui concerne son nom, est-ce le même nom que celui de la personne que vous nous avez décrite dans la partie antérieure de notre interrogatoire? Réponse. Je ne peux pas vous le dire avec certitude parce que il était connu de Kei Payne alias Su. Ici, on dit Kek Pen alias Su. Oui, c'est tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons poursuivre, Monsieur le Président. Voulez-vous que je m'arrête maintenant? Le Président, je vous remercie. Monsieur l'huissier de séance, veuillez retirer le document qui avait été remis au témoin. Le moment est venu de lever l'audience jusqu'à demain matin, le vendredi 7 décembre 2012, à partir de 9 h du matin. En ce qui concerne les débats de demain, nous continuerons à entendre le témoignage de M. Hun Chun-Li. Monsieur Hun Chun-Li, votre témoignage n'est pas encore arrivé à son terme. Nous allons continuer à vous entendre demain et nous vous invitons à vous présenter. Monsieur l'huissier d'audience, en collaboration avec Wizou, veuillez s'il vous plaît aider le témoin à regagner sa résidence et être de retour ici à 9 h du matin demain. Escorte de sécurité, veuillez reconduire les accusés à leur lieu de détention et faire en sorte qu'ils soient présents avant 9 h dans le prétoire. Quant à M. Yang Sari, veuillez le reconduire à la cellule de détention temporaire au sous-sol demain afin qu'il puisse suivre les débats à distance. La séance est levée.